abonnez-vous à la chaîne Post Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. L'augmentation des globules blancs dans le sang. Un surnombre de globules blancs anormaux, au fait. Ces globules blancs anormaux peuvent être lymphoïdes comme ils peuvent être myéloïdes. Si l'arrêt de maturation se fait au niveau blastique, ce sera des leucémies aiguës blastiques, lymphoblastiques ou myéloblastiques. S'il s'agit de l'arrêt de maturation, sans arrêt de maturation, ça sera chronique. Une remarque, que les leucémies chroniques se développent lentement et restent longtemps presque asymptomatiques et silencieuses. Et une remarque aussi, c'est que 50% des leucémies aiguës, plutôt chroniques, qu'elles soient myéloïdes ou lymphoïdes, sont de découverte fortuite à l'occasion d'un bilan sanguin demandé par le médecin généraliste dans son cabinet pour un malade suivi ou traité pour autre chose. Donc je reprends, 50% de ces leucémies chroniques sont de découverte fortuite à l'occasion d'un examen. Bien sûr, l'examen c'est l'hémogramme demandé par un généraliste. On distingue alors les leucémies myéloïdes chroniques et les leucémies lymphoïdes chroniques. Pour la leucémie myéloïde chronique, sa définition, donc, elle fait partie des syndromes myéloprolifératifs, c'est-à-dire ça touche la cellule myéloïde, la cellule souche myéloïde, et se caractérise par une prolifération de la lignée granuleuse, mais surtout par une anomalie cytogénétique que vous connaissez déjà depuis tout le temps, d'ailleurs elle existe depuis 1960, le chromosome Philadelphie anormal. Et ces derniers temps, ce chromosome, donc, il code pour une anomalie moléculaire, un réarrangement moléculaire qu'on appelle BCR-ABL. Cette maladie, donc, chronique, évolue en trois phases. La phase chronique, la phase accélérée et la transformation aiguë. Donc, anciennement, cette leucémie myéloïde passe obligatoirement presque par cette phase chronique de quelques années, et puis la phase accélérée, et puis la phase aiguë en 2-3 mois. Donc inévitablement, ça se transforme et c'est fatal. Donc pour l'historique, la découverte de ce chromosome Philadelphie qu'on verra tout à l'heure, depuis les années 60. Par la suite, on découvre l'anomalie elle-même, c'est-à-dire que c'est une translocation du chromosome 9 et 22. C'est une double translocation. Dans les années 80, on décrit le gène anormal, BCR-ABL, qui code pour un ARN messager qui lui-même code pour une protéine anormale, dans les années 90. Le diagnostic donc actuel est fait, on verra tout à l'heure, sur le karyotype et sur la cytogénétique et sur la biologie moléculaire. Ce qu'il y a de plus important au fait, ces dernières années, c'est l'apparition d'une thérapeutique ciblée. C'est-à-dire qu'on va cibler la protéine anormale, l'empêcher d'agir sur les cellules hématopoïétiques. C'est une thérapeutique ciblée et on verra que finalement, ça a révolutionné le traitement actuellement de la leucémie myéloïde chronique. Donc on rappelle l'anomalie cytogénétique, elle est acquise. C'est le résultat donc d'une translocation réciproque entre le chromosome 9 et 22, qui code pour une protéine anormale hybride, qui a finalement une activité tyrosine kinase très forte, 200 fois plus que la normale. Cette activité va jouer un rôle essentiel dans la prolifération des cellules anormales, des globules blancs, et ces mêmes globules blancs s'accumulent parce qu'au fait, il n'y a pas d'apoptose, il n'y a pas de destruction de ces cellules anormales. Donc il y aura une prolifération et non destruction des cellules produites en grand nombre.
C'est la prolifération et l'accumulation. Ce sont les deux phénomènes qui font que la leucémie devient avec une hyperproduction. Et sinon, vous voyez le chromosome 9 et 22, il y a une translocation double. Finalement, le bras lent du chromosome 22 passe sur le chromosome 9 et le gène ABL passe sur le chromosome 22. Et ça forme ce chromosome, Philadelphie, BCR-ABL. Ici, vous le voyez, donc il est transformé, et il va coder pour un ARN messager anormal, chimérique, elle-même qui code donc pour une protéine chimérique anormale, BCR-ABL, qui a une activité tyrosine kinase très très forte, et nous avons dit 200 fois plus la normale. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la phase chronique? Généralement, elle est asymptomatique. La phase chronique, il n'y a aucun signe. La splénomégalie part quasi constante, mais asymptomatique dans 50% des cas. Parfois, elle est tellement importante qu'elle occupe tout l'abdomen. Mais parfois, elle n'existe pas aussi. Elle est de découverte parfois à l'échographie abdominale. Mais elle est aussi importante que l'hyperleucocytose est importante. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas d'adénopathie et que des signes inconstants, avec l'asthénie, les sueurs nocturnes, de perte de poids et rarement des thromboses, sont peut-être des signes d'appel pour examiner le malade et demander une FNS. Si vous voyez cette splénomégalie qui est importante, et elle peut être encore plus importante, et on l'appelle une splénomégalie en bouclier. Finalement, elle occupe tout l'abdomen. L'examen à l'hémogramme, comme nous avons dit en introduction, dans 50% des cas, c'est à cet examen qu'on va découvrir la maladie. Au fait, il s'agit d'une hyperleucocytose franche, souvent supérieure à 100 000 par millimètre cube. La giga par litre, il s'agit au fait des unités internationales actuellement. Vous pouvez donc avoir à lire un hémogramme avec ces unités. Giga, c'est 10 puissance 9. Au lieu que ce soit par millimètre cube, par litre. Donc ça sera 100 000 par millimètre cube, dans 50% des cas. En moyenne, c'est 105 000. Mais parfois, ça peut atteindre jusqu'à 500 000. Le deuxième point, à côté de cette hyperleucocytose, vous avez une polynucléose neutrophile, des neutrophiles qui sont importants. Mais surtout, on retrouve cette myélémie, c'est-à-dire des éléments jeunes qui passent de la moelle dans le sang périphérique. Ce sont les métamyélocytes, les myélocytes et quelques promyélocytes qui sont encore plus jeunes, mais souvent inférieurs à 5%. Cette myélémie est souvent entre 30 et 60%. Mais il suffit de 20% pour orienter le diagnostic. Parfois, il y a des blastes, mais ça ne peut pas dépasser 3%. Sinon, il faut penser plutôt à l'accélération. Il y a aussi une petite anomalie aussi, ce sont les basophiles, mais qui confirment qu'il s'agit bien d'une hyperleucocytose en rapport avec une anomalie cytogénétique. À côté de cette hyperleucocytose, il peut y avoir une anémie qui a une origine parfois centrale, par défaut de production, parfois par séquestration splénique, mais généralement, les globules rouges sont normaux. À côté donc des globules blancs et de l'anémie, vous avez aussi les plaquettes. Elles peuvent être augmentées dans 50% des cas et même dépasser 1 million par millimètre cube aux 1000 gigas par litre. Ce diagnostic, au fait, on pose à ce moment-là le diagnostic d'un autre syndrome myéloprolifératif qui est la thrombocytémie essentielle. Donc ce n'est pas toujours évident de faire le diagnostic parmi les syndromes myéloprolifératifs parce qu'ils associent à la fois l'hyperleucocytose et la thrombocytémie. Est-ce que la ponction de moelle est indispensable ou pas, de même que la biopsie? Anciennement, la biopsie médulaire, elle se fait, de même que la ponction de moelle, ça aide au diagnostic. Actuellement, la biopsie médulaire ne se fait plus,
Et la ponction de moelle a quelques indications, dans certains cas, pour définir le pourcentage de blast et apprécier réellement si ce malade est en phase chronique ou en phase d'accélération ou en phase d'acutisation. Ici sur le frottis, nous voyons ici qu'il y a finalement passage dans le sang des éléments immatures qu'on ne devrait pas trouver dans le sang périphérique. Ce sont ces promyélocites, ces myélocites, ces métamyélocites, ces basophiles. On devrait normalement trouver que de polynucléaires et des lymphocytes. Mais on en trouve ces cellules jeunes, c'est la myélémie. Donc nous avons une orientation diagnostique par le frottis. Mais pour confirmer le diagnostic, sur le sang ou sur la moelle, si la myélémie n'est pas importante, c'est rechercher le chromosome Phi qu'on a vu tout à l'heure sur le karyotype. Donc on doit faire un karyotype qui va nous montrer que le chromosome 22 est raccourci et qui fait le diagnostic. Là, c'est le karyotype. Mais à côté du karyotype, c'est-à-dire la cytogénétique, il y a aussi la biologie moléculaire. Actuellement, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, la pathogénie, c'est l'activité de la tyrosine kinase est multipliée par 200 fois, et elle a deux effets en augmentant la prolifération, en diminuant l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. Dans ce cas-là, il n'y a plus de mort programmée. On doit rechercher cette anomalie BCR-ABL par RT-PCR, c'est-à-dire par la protéine chaîne réaction en temps réel. C'est grâce à cette technique qu'on va doser, ou du moins quantifier l'ARN messager ou la protéine elle-même. Et on aura le diagnostic donc. Alors l'évolution. Près de 2/3 des malades, sans traitement, vont évoluer dans les 3 ans vers une leucémie aiguë et décéder. Après la transformation, ça ne dure que 3 à 6 mois. Les thérapeutiques anciennes permettaient peut-être d'avoir une rémission clinique, disparition de l'asthénie, disparition de la spéromégalie ciliona, même normalisation de l'hémogramme. Mais ça ne fait pas disparaître le chromosome ni la protéine anormale. Seuls certains inhibiteurs de la tyrosine kinase actuelle, depuis 2000, et la greffe de moelle allogénique permettraient d'éradiquer la maladie et espérer une guérison. Mais depuis l'apparition de ces inhibiteurs de la tyrosine kinase, on ne propose plus la greffe de moelle allogénique que dans certains cas. Finalement, ça a révolutionné le traitement, si bien que la greffe de moelle n'est plus indiquée en général. Elle n'est indiquée que dans de rares cas, quand il y a résistance à ces inhibiteurs de première, deuxième, troisième génération.